Bonjour à tous et bonjour à toutes. Je suis très heureuse d'ouvrir un nouveau chapitre, ou en tout cas une nouvelle série de 4 vidéos que j'ai appelées des épisodes consacrés au burn-out. Alors, en tant que psychologue du travail, je vais surtout axer mon propos sur le burn-out professionnel, mais bien évidemment, ce qui est présenté dans ces vidéos est applicable également à d'autres types de burn-out. Ces vidéos, elles sont destinées tout autant aux personnes qui pensent être sur une pente qui pourrait les mener au burn-out, aux personnes qui sont malheureusement déjà en situation de burn-out ou à leur entourage, famille, amis, collègues, euh, voilà, qui auraient justement euh, dans leur entourage proche des personnes qui sont, on va dire, sur la corde raide ou qui sont déjà en situation de burn-out. Ces 4 vidéos, elles ont aussi pour objectif, de vous donner des éléments de compréhension, mais aussi et surtout des clés pour ne pas entrer en burn-out ou, si c'est le cas, vous aider, à en sortir. Alors j'ai souhaité faire ces vidéos parce que, je constate, dans le cadre des coachings que je propose, des bilans de compétences, mais aussi des, séances de soutien psychologique que, de nombreuses personnes sont, on va dire en surmenage. Et pour certaines, se relèvent difficilement d'un burn-out ou pour d'autres sont, je dirais, dans l'antichambre du burn-out et donc c'est pour cette raison qu'il m'a semblé important, voilà, de faire ce travail, et de pouvoir partager ça, avec vous. Dans ce premier épisode, je vais, aborder ce qu'est le burn-out, hein, de quoi parle-t-on quand on parle de burn-out? Je vais vous parler également de ses composantes et des 3 formes d'épuisement professionnel. Alors, le burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel. Alors, c'est le psychanalyste Herbert Freudenberger, qui est psychologue et psychothérapeute américain et qui a été le premier à décrire le burn-out en 1976. Il va publier en 1980 un livre qui s'appelle L'épuisement professionnel, la brûlure interne. En 1982, Christina Maslach, elle, psychologue à l'université de Berkeley, va définir le burn-out comme étant un syndrome psychologique tridimensionnel. Et on lui doit d'ailleurs également ce qu'on appelle le Maslach Burnout Inventory. On en reparlera dans une prochaine vidéo. En 2017, la Haute Autorité de Santé a publié un certain nombre de recommandations et depuis 2019, le burn-out ou syndrome d'épuisement professionnel est reconnu par l'OMS comme un phénomène lié au travail. Il a d'ailleurs été classé comme syndrome, c'est-à-dire un ensemble de symptômes, de signes associés à une cause spécifique liée à la santé. Euh, Le burn-out, c'est important de le préciser, est donc un trouble psychique, mais n'est pas une maladie mentale. Alors, entendons-nous, qu'est-ce que l'on entend qu'est-ce que l'on veut dire en fait, quand on parle de burn-out? En fait, on s'aperçoit que c'est un syndrome, un terme, une situation, un état qui est loin d'être unanimement défini. Pour le grand public, par exemple, quand on parle de burn-out, souvent, en fait, on parle d'un état qui, au fond, correspond au stade final du processus, hein, et qui est l'effondrement, en fait. Pour les personnes qui accompagnent les personnes en burn-out et également pour la Haute Autorité de Santé, le burn-out, en fait, c'est un processus, une succession de phases qui va conduire la victime en quelques mois de ce qu'on appelle le surstress jusqu'à ce fameux effondrement. Enfin, pour les médecins et dans la pratique médicale courante, le burn-out est constitué en fait des phases de rupture et d'effondrement, principalement. Alors, comment peut-on définir le burn-out? Je vais m'appuyer sur la définition de la Haute Autorité de Santé qui date de mars 2017.
Donc le burn-out est un syndrome d'épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Alors on voit bien dans cette définition que, bah, la personne, est attaquée dans toutes ses dimensions en fait, hein, aussi bien physique, émotionnelle que mentale et dans un processus en fait qui va s'installer dans la durée. Alors on pourrait se demander, au vu de cette définition, mais pourquoi seule la sphère du travail est mentionnée ici? Puisqu'il existe, et je l'ai évoqué dans ma petite introduction, d'autres types de burn-out qu'on appelle le burn-out domestique, le burn-out conjugal, le burn-out parental par exemple. Et puis par ailleurs, on peut s'interroger sur le fait, en tout cas se poser la question de pourquoi l'exigence, se situerait uniquement sur le plan émotionnel. En effet, elle peut aussi relever de la tâche elle-même, hein, qui peut être trop complexe, qui peut être sujet à des délais très courts. Hem, Ça peut être, aussi des choses qui relèvent du management, de l'organisation du travail. Donc ça pose cette question-là parce que souvent, les personnes, qui vivent un burn-out ou qui sont, je dirais dans les prémices, on va dire, avant l'effondrement, peuvent se sentir et être perçues comme des personnes faibles, qui ont du mal à supporter la pression, et en faisant ça, finalement, on focalise les choses uniquement sur l'individu et en omettant parfois de s'interroger aussi sur la question du travail et des conditions de travail. Alors, quelles sont les 3 composantes du burn-out? Donc là, je vais m'appuyer sur, les travaux de Christina Maslach, à travers lesquels, elle a pu concevoir, le syndrome justement de burn-out et d'épuisement professionnel comme un processus de dégradation du rapport subjectif au travail et ce, à travers 3 dimensions. Une première dimension, c'est, l'épuisement émotionnel en fait, qui va par exemple, hein, s'exprimer à travers des phrases comme, «Je n'y arrive plus». C'est également, ce qu'on va appeler, un sentiment de dépersonnalisation. On parle de déshumanisation, d'indifférence, on parle parfois de cynisme aussi, quand la personne, dit: «Je m'en fiche». Voilà, c'est plus ça me concerne plus, c'est plus mon problème. Et puis, 3e composante, diminution de l'accomplissement personnel, au travail avec, souvent une réduction de l'efficacité professionnelle et là, on entendra par exemple des phrases du type, «Je suis nul». Alors si on précise un petit peu chacune de ces 3 composantes, la première donc l'épuisement, émotionnel, qui est donc, finalement la dimension émotionnelle, hein, qui renvoie au stress. C'est un état dans lequel la personne se sent vidée, avec une absence, quasi totale d'énergie. Elle est, incapable d'exprimer des émotions agréables, elle est froide, triste. Elle ressent une profonde fatigue émotionnelle et pense qu'elle n'a aucun moyen de recharger ses batteries, qu'elle n'a plus les ressources en fait, physiques, psychiques et motivationnelles, cognitives également pour, effectuer correctement son travail et c'est le fameux: «Je n'y arrive plus» en fait. Hem, la deuxième composante, c'est, l'état de dépersonnalisation qui est la dimension, comportementale, interpersonnelle du burn-out. Là, la personne, elle est, comme dissociée de l'objet de son travail, que ce soit, dans son contenu, par rapport à ses clients, ses patients, ses élèves ou autres, hein, en fonction du métier qu'elle exerce. Elle est comme désinvestie, désengagée de la relation à l'autre. Elle a une attitude impersonnelle, détachée, négative, méprisante, voire cynique, envers les autres, envers les personnes avec lesquelles elle travaille ou pour lesquelles elle travaille. L'autre est source de stress, en fait et donc de ce fait, elle va avoir des conduites d'évitement et avoir tendance à s'isoler. On peut observer ici aussi une forme de désillusion et une perte d'idéalisme. Et on va entendre par exemple, hein, je le redis, quelqu'un qui va dire: «Oh ben je m'en fiche». Ce qui peut paraître d'autant plus étonnant que souvent ce sont des personnes justement très engagées en fait, hein, qui sont, victimes de burn-out. Donc ça peut paraître effectivement paradoxal de l'entendre dire ça. Et puis une troisième composante, c'est, la dimension de l'accomplissement personnel hein, et de la réalisation de soi, qui est une dimension, auto-évaluative ou cognitive et là, la personne, en fait, elle perd confiance dans ses propres capacités et dans, heu, son estime d'elle-même, hein, qui aura tendance à diminuer. Elle a un regard, négatif sur elle-même, elle va dévaloriser son travail, dévaloriser ses compétences. Sa pensée va être focalisée
sur un sentiment d'inefficacité personnelle. Elle est intellectuellement fatiguée, elle est incapable de faire face à ses obligations professionnelles et elle n'éprouve plus de plaisir au travail, hein. Et ça, c'est important à noter parce que là encore, souvent les personnes qui vivent un burn-out sont des personnes qui parfois pouvaient idéaliser leur travail, en tout cas qui appréciaient leur travail, hein, et ce qui explique aussi en partie le surengagement dans lequel elles pouvaient être. Et donc ça va se traduire par exemple par, une phrase du type: «Je suis nul». Alors on peut, distinguer, épuisement professionnel et burn-out. L'épuisement professionnel, il se manifeste par donc une série de réactions qui sont engendrées par des situations de stress professionnel chronique, où la dimension de l'engagement va occuper une place prédominante. Le burn-out, ça constitue en fait seulement l'une des 3 formes de l'épuisement professionnel, puisqu'on parle également, vous en avez peut-être déjà entendu parler, de bore-out et de brown-out. Donc le burn-out, lui, il a été, théorisé en 2007 par 2 consultants suisses, Peter Werder et Philippe Rothlin ou Rothlin, je ne sais pas comment on dit. Il représente l'ennui mortifère quotidien au travail. Il survient le plus souvent suite à un manque de stimulation intellectuelle, une impression d'inutilité et par un manque de sollicitation. Le burn-out, lui, est un état peut-être plus difficile à identifier précisément. C'est un terme qui est tiré du monde de l'énergie. Il signifie baisse de tension d'un appareil électrique. Il décrit cette situation où le collaborateur manque de jus. Il effectue ses tâches de façon mécanique, sans se soucier de leur qualité, en ayant en quelque sorte démissionné dans sa tête. Comme le burn et le bore-out, le burn-out peut produire aussi un stress excessif et atteindre la santé du salarié. Alors, il peut y avoir des troubles associés au burn-out, mais c'est important, voilà, de bien comprendre que tout ça, ce sont des syndromes différents, hein, ou des troubles différents. Donc, il peut y avoir, hein, des troubles associés au burn-out, comme par exemple les troubles anxieux, les troubles dépressifs, le TSPT ou troubles de stress post-traumatique. Alors, les troubles anxieux, ils sont envahissants, hein, ils vont prendre la poitrine, la gorge, la tête, la personne est inquiète, elle est soucieuse de quelque chose et il n'y a pas de solution envisagée, envisageable. Les troubles dépressifs, eux, ce sont des troubles qui perdurent au-delà de 15 jours avec des difficultés de sommeil, hein. On a souvent une insomnie généralisée, des troubles de l'alimentation. Il est associé à une grande tristesse, hein, une perte de plaisir, mais généralisée. Une perte totale d'intérêt et de joie de vivre qui s'étend à toutes les sphères de la vie, professionnelle, familiale ou amicale. Contrairement au burn-out, hein, qui est en général plus focalisé sur une sphère en fait de notre vie. La personne n'a plus envie de se lancer dans des projets, elle éprouve des difficultés même à récupérer et il peut y avoir un risque suicidaire. Le trouble de stress post-traumatique, lui, c'est le développement d'un ensemble de symptômes qui surviennent dans les 48 heures et au-delà après un événement traumatisant. Si ça vous intéresse, j'en ai parlé dans différentes vidéos qui traitent du sujet du trauma. Donc le burn-out, c'est pas une dépression, hein. Le burn-out, il est lié à une fatigue intense, un épuisement, physique qui vraiment terrasse. La fatigue émotionnelle et mentale viennent, hein, souvent, s'y ajouter. Dans la dépression, l'émotion centrale, c'est la tristesse omniprésente et il faut savoir également que le burn-out, c'est un trouble fonctionnel, hein, de l'activité du cerveau. C'est un trouble qui découle d'un stress important. Le cerveau va fabriquer moins de neurotransmetteurs, ce qui va affecter les facultés cognitives et va créer, par exemple, des troubles de la mémoire, ce qui peut évidemment faire peur, hein, à la personne qui en est affectée. Mais comme c'est un trouble fonctionnel, il n'y a pas de liaison durable, donc c'est réversible, contrairement à la dépression qui, elle, est un trouble structurel. Hem, donc la dépression, c'est pas une conséquence, hein, systématique du burn-out. C'est cependant, plus le burn-out dure, plus il s'intensifie, plus le risque évidemment de voir s'installer un état de dépression est grand. De plus, burn-out et dépression, ne se posent pas au même endroit dans le cerveau, hein, on peut le voir sur les IRM. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que la dépression, c'est une pathologie, avec des facteurs, héréditaires, alors que le burn-out, c'est la résultante d'une difficulté qui vient de l'extérieur.
Alors burn-out et stress. Déjà, parce que je vous ai dit que le burn-out avait un lien évidemment avec le stress. Donc c'est important de rappeler que, le stress aigu ne fait pas partie du burn-out, hein. Hop. Prenons l'exemple suivant. Imaginons que vous avez un rendez-vous extrêmement important avec un fort enjeu. Vous êtes, dans les embouteillages ou dans le métro, l'heure tourne, le stress est là. Hem, il est aigu, il est important, il va se manifester par un certain nombre de symptômes, hein, comme l'hypervigilance, l'augmentation du risque cardiaque, peut-être des suées et donc ces symptômes très inconfortables, peuvent, apparaître, ainsi que des troubles comme de l'agitation, des difficultés à se concentrer, une perte de moyens et cetera. Mais ces symptômes, en fait, ils ne vont pas perdurer, en fait. C'est-à-dire que dans cette situation, par exemple, ils vont disparaître dès que la situation stressante va prendre fin, hein. Vous allez arriver finalement à votre rendez-vous, probablement à l'heure et là, on peut dire que, c'est une réaction de stress, quelque part normale, hein. De la même manière que ce qu'on peut ressentir avant une prise de parole, par exemple, puis au moment où on est dans l'action même de la prise de parole en tant que telle et finalement le stress, disparaît. Donc ces périodes comme ça, occasionnelles et ponctuelles de stress, en fait, elles sont bénéfiques pour l'organisme parce qu'elles vont stimuler le système de réponse au stress et elles vont l'aider à rester performant. Donc ça, c'est le stress ponctuel, d'accord? Et on le voit ici, vous voyez, il y a une phase d'alerte, d'alarme, on va recouvrir et puis on va revenir à un état normal. Et puis, il y a ce qu'on appelle le stress chronique, qui est le résultat d'une exposition prolongée ou répétée, hein, à des situations qui sont génératrices de stress. Et là, contrairement au stress aigu, en fait, le stress chronique, lui, n'est pas bénéfique pour la santé parce qu'il va affaiblir notre organisme à terme. Dans le modèle d'Hans Selye, qui est un médecin hongrois et qui est père du concept de stress, cette phase dite d'alarme, elle va correspondre au stress aigu, hein, tel que je l'ai décrit, hein, qu'on voit à gauche sur l'écran. Euh, et que j'ai également développé dans l'exemple précédent. Et puis la phase de résistance, ça va être justement la phase de stress chronique, où là, je vais demander finalement à mon corps de faire des efforts, hein, qui sont importants et parfois trop importants si évidemment tout ça s'inscrit dans la durée. Et au terme, alors, donc ça, c'est ce qu'on appelle le stress chronique. Alors, le docteur Leschimia, lui, préfère utiliser plutôt que le terme de stress chronique, le terme de surstress. C'est-à-dire un stress qui serait trop fréquent, qui dure trop longtemps, qui est trop intense, et ce pour plusieurs raisons, hein. Donc on va y revenir bien évidemment, heu, parce que c'est ce surstress qui finalement ouvre quelque part la voie qui peut nous conduire, à terme vers, ce qu'on va appeler justement, le burn-out ou ce moment d'effondrement. Pour information, le docteur Leschimia est donc un pionnier, hein, de la prise en charge du burn-out en France et je m'appuierai sur, certains de ses développements pour, expliquer justement, plus précisément ce qu'est le stress. Nous voici arrivés au terme de cette toute première vidéo. Je vous remercie pour votre, attention. J'espère que ça vous a plu. Dans la prochaine vidéo, nous verrons les grandes phases du burn-out, ses manifestations, les causes et les risques qu'il engendre. Je m'appelle Mariette Strub, je suis psychologue du travail, mais également, coach, facilitatrice et consultante. Je propose, du coaching, de la formation, des bilans de compétences et également des consultations, de soutien psychologique. Vous avez devant vous mes coordonnées si vous souhaitez, prendre rendez-vous par téléphone, par mail ou directement en vous connectant à Doctolib. Merci beaucoup et je vous dis à très bientôt. Au revoir.